Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle émission Chemin de Traverse, ici à Vannes, avec François-Régis Le Grillet. Bonjour. Bonjour Ronan, ravi de vous retrouver. La joie se partage, c'est une joie, et vous savez, la maxime de RCF, c'est la joie se partage, donc ça tombe bien. Nous sommes à cette seconde émission, François-Régis Le Grillet, autour de votre livre « Si tu veux la paix, prépare la guerre », un essai de philosophie politique qui aide le lecteur, et le spectateur pour le coup, à comprendre finalement ce qu'est une guerre et comment fonctionne une guerre, et comment peut-être se termine une guerre. Je rappelle que vous êtes colonel dans l'armée, bien sûr. Vous commandez un régiment dans le sud de la France. Vous avez commandé un régiment dans le sud de la France et vous avez passé un brevet à l'école de guerre. Vous êtes titulaire d'un Master 2 Religion, Culture et Politique à l'école pratique des hautes études. Et vous avez été notamment l'élève du professeur de stratégie Hervé Couteau-Bégary, à qui ce livre est dédié. François-Régis Le Grillet, vous écrivez finalement que la vraie guerre, en fin de compte, c'est celle que chacun doit mener en lui-même, à l'intérieur, contre ses passions. Mais quel est le rapport avec la guerre sur le terrain ? Alors, j'écris, je ne suis que le porte-voix. C'est pas une théorie, c'est pas une théorie personnelle. Beaucoup d'écrivains ont écrit ça. Il y a effectivement c'est effectivement la guerre matérielle et physique que vont se livrer les États, mais au final, il y a aussi la guerre que l'on livre à ses passions. Et il y a un lien entre les deux, parce que la guerre que l'on voit et que l'on imagine, que peuvent se livrer les peuples, elle a pour origine les passions humaines. Et je vous renvoie à la Bible et au meurtre que Caïn commet sur son frère Abel. Et c'est de là que vient la violence, l'injustice et donc la guerre. Et c'est bien donc des passions humaines que naissent bien souvent les conflits. Et ces conflits qui vont être aussi exacerbés à notre époque par le fait que ce n'est plus uniquement des armées qui se battent, comme ce pouvait être le cas autrefois sous l'Ancien Régime par exemple, mais ce sont des peuples entiers qui sont amenés à se battre. Et pour conduire un peuple entier à se battre, si vous n'avez pas ce sentiment d'hostilité dont parle Clausewitz, qui se déclenche et qu'il va falloir pousser à son paroxysme, mais les gens n'iront pas se battre. Et donc on voit bien que là, il y a un lien, effectivement, assez fort entre les passions humaines qu'il nous faut maîtriser pour avoir en nous, effectivement, cette paix intérieure, mais aussi c'est cette passion collective qui parfois se déclenche et qu'il va falloir aussi maîtriser. François-Régis Le Grillet, parlons d'Albert Camus dans L'homme révolté, paru en 1951 et qui analyse l'esprit de la révolte. Finalement, l'esprit de la révolte, apprend-on avec Camus, et que vous citez, est lié au libre choix. Comment ? Il est lié au refus de toute transcendance et de toute divinité. Donc l'homme ne se reconnaît plus d'autres limites que celles qu'il veut bien s'imposer. Et ce que montre Camus, c'est une certaine forme de nihilisme, le nihilisme auquel cela conduit. Et en fait, son livre « L'homme révolté » est une critique très, très, très pointue des systèmes totalitaires du XXe siècle, en particulier le nazisme et le communisme, qui chacun à leur façon, mais encore plus le communisme presque, je reprends son expression, vont brandir les bannières de la liberté pour mieux cacher les camps d'esclaves et les milliers de morts que ce système va causer. Et donc ce que dénonce Camus, c'est cette imposture sous les oripeaux de la liberté, en fait, de continuer à servir les hommes. Et cela vient aussi de ce nihilisme, qui provient du rejet de toute transcendance et de tout ordre divin. Et Camus, lui, qui est athée, prône un retour à la mesure, voilà, à la mesure qui était chère aux Grecs. Voilà. François-Régis Le Grillet, vous écrivez aussi que Henri Hude, lui, essaie de faire la synthèse du christianisme avec les Lumières. Et là, c'est-à-dire, en gros, l'humanisme, vous allez me dire si je me trompe, alors vous distinguez les grandes lumières des lumières un peu plus tardives.
De quoi s'agit-il? Alors, Henri Hude distingue les grandes lumières des lumières plus tardives, c'est-à-dire les lumières telles qu'on les conçoit aujourd'hui. Ce qu'il souhaite faire, et j'espère ne pas trahir sa pensée, mais c'est effectivement concilier l'individualisme d'aujourd'hui, qui tend à mettre justement l'individu au cœur de tout, et donc la société finalement est au service de l'individu. Une conception plus traditionnelle, quasiment inverse, où c'est l'individu qui est au service de la société, mais si c'est poussé aussi à son extrême, comme ça pouvait l'être notamment sous l'Antiquité, on en arrive à la négation finalement de tout individu qui n'est qu'un pion pour la société et donc dont on peut faire n'importe quoi. Et donc il faut arriver à dépasser cette contradiction, et je crois que c'est encore la notion de bien commun qui l'exprime le mieux, c'est-à-dire que le bien commun, comme son nom l'indique, c'est le bien qui concerne l'ensemble de la communauté, que celle-ci soit à taille familiale, ou professionnelle, ou nationale, mais aussi internationale. Et cette notion de bien commun, elle peut exiger des sacrifices de certains membres de la société pour sa protection et sa survie, mais elle ne peut pas être au détriment des intérêts vrais et des intérêts profonds de chacun d'entre nous. Sinon, on voit bien qu'on ne s'en sort pas et qu'il y a une contradiction profonde. Et donc, voilà. Et dans le domaine de la guerre, eh bien, la difficulté, c'est que pour une société, si elle veut survivre, en tout cas, si elle veut survivre en respectant, sans avoir à changer profondément, et si elle est amenée à se battre, il va bien falloir qu'elle consente à des sacrifices. Et en général, ces sacrifices, ça constitue à envoyer ses enfants finalement se battre, se défendre pour protéger ce bien commun. Et il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de grand service qui puisse en fait continuer à vivre longtemps s'il n'y a pas au cœur de même cette notion de bien commun. Sinon, à la première épreuve, évidemment, si vous avez des morts et des blessés, vous allez dire, effectivement, c'est un mal, ce sont des individus qui meurent, donc c'est mal, et donc il n'y a aucune raison de continuer ainsi. Et donc on voit bien qu'il n'y a pas il n'y a pas d'armée, mais on pourrait dire aussi qu'il n'y a pas finalement de service de santé, il n'y a pas de pompiers, enfin il n'y a rien qui peut tenir une société ne peut pas tenir sans cette notion de bien commun qui conduit quand même un certain nombre de gens à faire des sacrifices. Mais est-ce qu'on peut parler justement encore de bien commun dans une société où finalement c'est l'homo festivus qui prône, c'est-à-dire l'homme finalement veut plutôt se distraire, se saouler de séries, de musique pour éviter peut-être de regarder la réalité. Et comment on peut concilier l'armée avec ce genre de mentalité? Je crois que c'est tout le combat, c'est tout le combat des valeurs, c'est-à-dire c'est d'arriver à montrer à nos concitoyens que ces valeurs de bien commun, loin d'être un héritage désuet du passé, sont au contraire plus que jamais nécessaires aujourd'hui et ne sont pas toujours synonymes ça ne signifie pas en permanence de se restreindre ou quoi, mais ça veut dire qu'à un moment donné, oui, il va falloir consentir des sacrifices, mais je crois que ces valeurs sont encore très présentes aujourd'hui. Elles cohabitent avec des valeurs qui peuvent leur être antinomiques, mais c'est la vérité du christianisme, c'est ça depuis la nuit des temps. Il y a une cohabitation entre des valeurs différentes, et il appartient à chaque chrétien, en tout cas convaincu, de montrer toute la beauté, toute la richesse des valeurs dans lesquelles il croit. Voilà. Reprenons le rôle du christianisme. François-Régis Le Grillet, finalement, dans Clausewitz, parle de monter aux extrêmes des guerres, c'est-à-dire que ce que moi j'ai retenu en fait de votre livre, et puis qui reprend des passages et analyse Clausewitz, c'est que les guerres, ça monte toujours effectivement de plus en plus haut, mais alors, justement, est-ce que le christianisme a vraiment une force face à ça? Il n'a plus le christianisme aujourd'hui, enfin l'Église aujourd'hui, n'a plus manifestement le magistère moral qu'elle pouvait avoir au temps de l'Europe chrétienne. Ça, c'est un fait historique. Mais je crois qu'il lui appartient quand même de proclamer toujours la force des principes. Après, les décideurs politiques
prennent ou ne prennent pas, appliquent ou n'appliquent pas. Mais je crois que ça n'enlève rien à la justesse et à la pertinence de ces principes. Et c'est ce que j'ai cherché à montrer dans ce livre. C'est-à-dire que le principe d'autorité légitime, de juste cause, d'intention droite, ne sont pas des notions de théologie réservées aux seuls catholiques pratiquants, mais bien des principes de philosophie politique qui, s'ils sont appliqués très concrètement dans les politiques, portent des effets bénéfiques. Parlons un peu de Nietzsche, qui est l'un des pères du doute, en tout cas. On dit souvent aussi on retient de Nietzsche que Dieu est mort. Alors évidemment, c'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, Nietzsche a enfanté, malgré lui, tout de même, le national-socialisme et le marxisme-léninisme. Alors déjà, on a du mal à comprendre, autre question peut-être, le national-socialisme. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ceci, François-Régis Le Grillier? Il y a un lien certainement non voulu, et Camus le rappelle, je crois très, très justement, en disant que Nietzsche n'aura certainement pas supporté le nazisme, mais il n'empêche que le nazisme s'est réclamé de Nietzsche et de cette notion de surhomme, et qu'il y a donc... oui, il y a en quelque sorte un lien intellectuel ou philosophique entre les deux. En tout cas, il y a une certaine forme de filiation entre les deux qui provient aussi de ce refus de toute transcendance. Et ce que montre Camus, je pense, avec beaucoup de pertinence, c'est-à-dire que vous connaissez la célèbre phrase « rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César ». Mais quand on ne rend pas à Dieu ce qui est à Dieu, c'est César qui prend toute la place. Et l'histoire des 19e et 20e siècles montre bien que c'est bien comme ça que ça se passe, et que à force de retirer Dieu en fait, de la société, etc., César a pris toute la place, et ça donne les régimes totalitaires que l'on a connus, avec tout leur cortège d'atrocités que l'on connaît également. François-Régis Le Grillier, vous écrivez que la démocratie contemporaine, qui a évidemment de nombreux avantages, est cependant une religion ou au moins une mystique. Est-ce que vous pourriez développer cette idée? Elle s'est construite, en tout cas à partir de la Révolution française, mais c'est aussi un petit peu le cas de la démocratie américaine. Elle s'est construite effectivement comme une sorte de nouvelle mystique, voire par certains aspects comme une nouvelle religion. Et ce qui est un système de gouvernement, vous connaissez la formule de Churchill, hein, c'est la pire forme de gouvernement à l'exception de toutes les autres. Enfin, voilà. Mais ce qui est une forme de gouvernement, par certains aspects, prend effectivement la forme d'une mystique. Ouais. Clausewitz nous aide à comprendre l'essence même de la guerre et les lois qui régissent la guerre, car il y a une essence, on en a parlé un peu lors de la présente émission, et finalement des lois aussi, comme peut-être des lois physiques pratiquement. Alors Clausewitz a beaucoup écrit, hein, son livre qui est parfois assez, il faut le reconnaître, assez difficile et un peu ardu à lire, mérite quand même le détour. Il a effectivement, je pense, ce grand avantage de montrer que la guerre, en amont de la guerre, il y a avant tout une question politique. Et que pour comprendre la guerre, il faut bien comprendre l'environnement ou les circonstances politiques. Et il reprend l'exemple de la Révolution française. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir à quel point cet événement a marqué tous les grands écrivains, qu'ils soient militaires ou pas d'ailleurs, du 19e siècle. C'est vraiment un événement qui est absolument fondateur à bien des écarts, et il montre que le changement politique qui va s'opérer à la faveur de la Révolution française, Napoléon, lui, a compris avant tout le monde le potentiel d'énergie qu'il pouvait en retirer, notamment avec la conscription, aussi avec toute la ferveur qui est née à ce moment-là, sur les idéaux de la Révolution française, toute la ferveur patriotique, c'est aussi la montée du nationalisme. Et donc, il a entre les mains une force colossale
dont il va tirer énormément profit pendant la plupart de ses campagnes. Et cet avantage-là, les autres nations vont mettre du temps à le comprendre. Et elles vont finir par le comprendre. Et après, on a la Première Guerre mondiale. Mais voilà. Et donc, il y a ce lien étroit, effectivement, entre, finalement, un système politique et la façon dont on fait la guerre. Voilà. François-Régis Le Grillet, donc vous l'avez dit d'ailleurs, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Mais finalement, quand on évacue plus ou moins la politique, ou même complètement la politique, que reste-t-il si on laisse ça aux mains des militaires purement? Est-ce qu'il y a des exemples dans l'histoire? Non, mais je crois que la politique n'est jamais évacuée. Il y a toujours il peut toujours y avoir des discussions sur la place relative que doivent prendre les uns ou les autres. Et la Première Guerre mondiale est assez illustrative de cela. Mais ce qui est certain et qui n'est pas, en général, qui n'est pas remis en cause, et ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que la guerre, elle est d'essence politique. Et donc c'est bien aux décideurs politiques de conduire la guerre, donc déjà de définir ses buts de guerre, et de conduire la guerre. Et il faut distinguer la guerre des opérations militaires qui, elles, relèvent vraiment de la compétence du métier de soldat. Et il faut que chacun, il faut que les sphères soient respectées. Mais Clausewitz dit, le politique a tous les droits, et il a parfaitement raison, mais il ajoute, il commettrait néanmoins une erreur en s'immisçant de façon, trop directe dans les opérations et dans un domaine qui n'est pas le sien. Mais tout ça est vraiment, je crois, affaire de circonstances. C'est aussi affaire de confiance entre décideurs politiques et décideurs militaires. C'est quelque chose d'extrêmement... c'est un lien qui est extrêmement important. Quand le lien existe, que ce lien de confiance existe, il y a des choses absolument remarquables qui se font. À l'inverse, quand il n'est pas... Quand la confiance n'est pas là, on aboutit à des catastrophes. Alors évidemment, vous avez parlé de vertu donc dans le domaine de la guerre. Le militaire, effectivement, exerce ses vertus. Il n'a pas bien le choix à un haut niveau. On les exerce moins dans la vie quotidienne, il est vrai. Mais vous dites aussi que donc, la cause première, c'est l'hostilité émotionnelle, je cite, qui peut être résumée d'ailleurs dans l'extrait que vous avez choisi, l'extrait d'un roman dans votre livre. Votre livre, François-Régis Le Grillet, c'est « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Donc l'extrait, c'est l'extrait d'un roman d'Anatole France, paru en 1897, Le mannequin d'osier. Oui, alors c'est un roman que j'aime beaucoup. Dans Le mannequin d'osier, Anatole France fait parler un élève qui revient voir son professeur, et donc l'élève est conscrit, et il va lui expliquer que même en ayant des sentiments... empreint d'humanité, de pacifisme, etc. En fait, dès qu'on lui met un fusil entre les mains, c'est plus fort que lui. Il faut qu'il tire et qu'il aille trouer la peau de son prochain. Et donc, avec beaucoup d'humour, mais enfin même pas mal d'ironie, Anatole France met quand même effectivement le doigt avec beaucoup de justesse sur l'ambivalence des sentiments humains à la guerre. Vous avez effectivement l'héroïsme, le sens de l'honneur, etc. Et puis aussi, vous avez des instincts beaucoup plus bas qui consistent effectivement, c'est la vengeance, c'est l'appel du sang, c'est vouloir tuer son prochain. Enfin, et voilà, et il faut pas, et qui veut faire l'ange fait la bête. Et donc ces sentiments, il faut faire attention, coexistent en chacun d'entre nous. Et parfois, bien souvent, on va parer de l'héroïsme, ce qui relève parfois de sentiments beaucoup plus bas. Et donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et qu'un chef militaire doit prendre en compte, parce que ces passions humaines, quand elles sont déchaînées, elles sont extrêmement difficiles à contenir. Et tous les grands chefs militaires en ont parlé. Mais je pense à Denoy de Saint-Marc qui a écrit là-dessus de très belles pages. Il raconte comment en Indochine, à un moment donné, il a dû faire user de toute son autorité pour empêcher sa troupe de se laisser aller à des représailles. Sur une population, sur une population civile. Voilà. Et donc, à la guerre, vous avez à la fois ce mélange de vertus, mais je tiens à préciser quand même qu'il n'y a pas besoin de guerre
pour exercer au quotidien un certain nombre de vertus. Et heureusement. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci pour cette deuxième partie de l'émission Chemin de Traverse autour de votre livre passionnant, François-Régis Legrier, Si tu veux la paix, prépare la guerre, un essai sur la guerre juste, sous-titré, aux éditions Via Romana. À la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci, Ronan.